Alors, on va commencer. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être là et de répondre au rendez-vous, encore une fois au rendez-vous de l'ACDA. Donc, je rappelle très vite qui nous sommes, même si la plupart ici peut-être nous connaissent déjà. Mais alors, nous sommes donc un collectif, le collectif d'Algériens en France, donc Agir pour le changement et la démocratie en Algérie. Nous sommes nés en 2011 suite aux différentes révoltes arabes qu'on a connues à cette époque-là et dans le but de soutenir toutes les luttes démocratiques non violentes. Nous nous rassemblons autour d'une charte que vous trouverez dans le site de l'ACDA. Et donc, dans cette perspective, notre collectif se veut donc un espace de réflexion, de débat et d'action dans une démarche pacifique. Les élections présidentielles sont saisies un peu comme un prétexte pour aborder certains sujets de fond, des sujets d'hier, d'aujourd'hui et de demain, car nous sommes convaincus qu'il faut rallier à l'action la réflexion et qui nous permet de mieux saisir et comprendre les enjeux et de faire face à l'avenir. Donc ce soir, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous donc Ahmed Dahmani. Donc Ahmed Dahmani, vous êtes économiste, enseignant-chercheur à l'Université de Paris 1. Paris 11, oui, Paris 11. Vous êtes l'auteur du livre L'Algérie à l'épreuve, économie politique des réformes 1980-1997 et vous êtes aussi avant tout militant des droits de l'homme. Donc vous allez intervenir ce soir sur la question de l'économie algérienne en répondant aux problématiques suivantes. Peut-on dire que l'Algérie a développé une économie comme activité sociale de production et d'échange de biens et services aux fins de satisfaire des besoins de la population? Quel est le poids de la rente dans l'organisation économique et sociale et pourquoi cette persistance des inégalités et des injustices qui menacent gravement la cohésion sociale? Donc sans plus tarder, je vous donne la parole. Merci Kaïna, merci à mes amis de l'ACDA. L'ACDA que je suis depuis son démarrage, qui s'impose aujourd'hui comme un espace de réflexion et de libre débat, et je suis très honoré de participer à ce travail. Mon intervention vise à éclairer un certain nombre de questions économiques et sociales après celle de mon ami Mohamed Harbi la semaine dernière, qui traitait du système politique. Moi, je vais traiter plutôt des questions économiques. Je tiens d'abord à avertir les âmes inquiètes, parce que ce que je vais dire là n'est pas très réjouissant. Sur le plan économique et social, le présent est particulièrement sombre et l'avenir risque d'être particulièrement catastrophique. Il y a une petite histoire que vous devez connaître qui est assez illustrative un peu du risque dans lequel peut aller l'Algérie. C'est l'histoire d'une petite île du Pacifique, Nauru. C'est une île perdue, elle fait à peine une dizaine de milliers d'habitants, qui vivait pendant plusieurs décennies une relative prospérité parce que les habitants vivaient du fruit de la terre, de la pêche, bref. Et puis à un moment donné, ils ont découvert le phosphate. Et ils se sont mis à exploiter le phosphate, ça a duré une trentaine d'années, dans lesquelles effectivement Nauru est devenu une sorte de paradis artificiel, puisque grâce aux recettes qui ont été dégagées par la production et l'exploitation de phosphate, c'est devenu véritablement un Eldorado, avec beaucoup de guillemets, et qui, lorsque ces réserves de phosphate sont arrivées à leur extinction, et là on est retombé dans une situation absolument catastrophique. C'est vraiment révélateur de la mauvaise utilisation qu'on peut avoir d'un certain nombre de ressources naturelles. Je ne dis pas que l'Algérie risque de devenir un Nauru un jour, mais on peut quand même se poser la question, et puis les éléments que je vais donner devraient donner plutôt à réfléchir qu'à effectivement à rejeter et à jouer le déni. Donc,
loin de moi l'idée de noircir un tableau qui est déjà suffisamment noirci, même si certains le trouvent plutôt coloré, voire même satisfaisant. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, moi je la suis de façon régulière. Lorsque vous regardez un peu, notamment du côté du pouvoir algérien aujourd'hui, quand il parle des réalisations du président candidat actuellement, c'est une véritable... On se dit, mais on vit dans un autre monde, c'est pas possible qu'il parle de cette façon-là. Et pour un peu dire la noirceur de ce tableau, pour aller dans... Je vais vous citer un économiste reconnu, algérien, reconnu. Alors, il se trouve que c'est en même temps un ancien ministre de Bouteflika, son principal conseiller, et semble-t-il, il continue encore à être son conseiller. J'ai nommé le professeur Benachou. Il a tenu une conférence au mois de mars dernier, donc là, hier, devant les étudiants de sciences économiques de Annaba, où il est venu en même temps, à vrai dire, vendre la candidature de son président. Et au détour de sa conférence, les journaux ont repris cette phrase. Il dit que ceux qui crient sur les toits que tout va bien, Madame la Marquise, moi je dis non, Madame la Marquise, rien ne va. On se dit, mais alors dans ces conditions, si rien ne va, pourquoi il est là pour dire il faut continuer encore dans la... Donc moi je vais commencer d'abord pour, après avoir cette petite introduction, je vais commencer d'abord par dire mon désaccord profond avec une phrase que vous avez sûrement lue ou entendue, et qui n'est pas un poncif, qui n'est pas que médiatique d'ailleurs. Vous reconnaîtrez facilement, l'Algérie est un pays riche et le peuple, un peuple pauvre. Je suis en désaccord profond avec cette proposition et je vais vous dire pourquoi. Sur la première partie, quand on dit que l'Algérie est un pays riche, je dis que non. L'Algérie n'est pas un pays riche. La richesse supposée de l'Algérie est un mirage, un leurre trompeur, mystificateur même. C'est ce que je vais essayer de démontrer dans la première partie de cette conférence. La deuxième proposition est tout aussi critiquable, en ce sens que tous les Algériens ne sont pas pauvres. Je préfère parler, pour ma part, d'inégalité au sens large, qui englobe et qui dépasse les inégalités de revenus. Ce sera l'objet de ma deuxième partie. Alors, dernier point dans cette introduction, les informations tant factuelles que statistiques que je vais vous présenter sont disponibles et accessibles à tout le monde. En ce sens que les chiffres que je vais vous donner, je ne les ai pas tirés d'une quelconque revue, d'un mouvement qui cherche à faire la révolution en Algérie ou qui cherche à... C'est tiré des documents officiels. C'est-à-dire que l'Office national des statistiques, vous pouvez trouver des statistiques. Vous pouvez trouver des statistiques au niveau des ministères des Finances, au niveau de la Banque d'Algérie. Et en fait, à vrai dire, c'est à partir des mêmes données, mais on peut avoir un décryptage différent, c'est ce que je vais essayer de faire. Alors, d'abord, commençons par les questions économiques, j'aborderai les questions sociales plus tard. Comment se présente l'économie aujourd'hui en Algérie? On va commencer d'abord par planter le décor. Le décor, c'est le suivant. Comme vous le savez,
sur les dernières années, donc un peu depuis l'arrivée de Bouteflika, je ne vais pas remonter à l'indépendance, bien que, évidemment, il sera important d'y revenir lors des questions. Et donc, depuis les années 2000, l'Algérie a disposé de ressources financières considérables suite au renchérissement des prix des hydrocarbures. Qu'a fait l'État de cette manne d'origine rentière? Au sens, je dirais, quelles ont été les réalisations? D'abord, sur le plan financier. L'État a apuré la dette extérieure qui se réduit et qui aujourd'hui représente autour de 2% du PIB, chose absolument, une dette dérisoire. L'État dispose aussi de réserves de change, qui ne veut pas dire de l'argent disponible, je pourrais répondre aux questions si vous l'estimez, est estimé à 150 milliards d'euros, or non compris, l'or n'est pas compris dans ce chiffre-là, à fin 2013. Un chiffre qui couvre, en fait, des réserves qui couvrent à peu près 3 ans d'importation. Ensuite, un fonds de régulation des recettes de plus de 50 milliards d'euros à fin 2011. Le fonds de régulation des recettes sert à compenser le déficit budgétaire. N'oublions pas, en 2012, d'ailleurs, un ministre s'était félicité de cette initiative, l'Algérie a consenti au FMI un prêt de 5 milliards de dollars et qui a fait dire à un des ministres de Bouteflika, Tamar, proche conseiller aussi, ancien prof d'économie d'ailleurs à Alger, la politique économique de l'Algérie a été un pur succès, puisqu'elle est devenue un net prêteur dans les années 2000, après avoir été, dans les années 90, un pays emprunteur. De son point de vue, et effectivement. Alors voilà sur la question financière. Sur les réalisations concrètes maintenant. L'État a engagé 3 programmes dits de développement, dont le dernier en date, 2010-2014, est évalué à 220 milliards d'euros. Il est vrai que l'Algérie est devenue, ça ressemble d'ailleurs pas mal aux années 70, un immense chantier d'infrastructures diverses. Des routes, rocades, autoroutes, des transports, métro, tramway, ferroviaire, logements, hydraulique, dessalement, énergie, gaz, électrification, bref, un immense chantier des infrastructures de partout. On s'est même permis, l'État s'est même permis, semble-t-il, c'est le président lui-même qui a insisté, qui a inscrit la construction d'une mosquée à Alger, sans doute pour faire concurrence au défunt H2 du Maroc, une mosquée qui devrait dépasser en importance la mosquée Hassan II de Casablanca. Mais cette mosquée, on a confié sa construction à une entreprise chinoise. Laquelle entreprise chinoise emploie 10 000 ouvriers sur les 17 000 qui travaillent sur le chantier, avec un budget pharaonique. On parle de 1 milliard d'euros. En réalité, personne n'a le chiffre exact. Le chiffre, ça c'est celui qui est donné dans la presse, mais en réalité, on ne sait pas trop combien ça va coûter. L'Algérie s'est même permis de soutenir, j'insiste sur le mot, l'automobile, l'industrie automobile mondiale et tout particulièrement française. Par exemple, en 2012,
Et sur les 9 premiers mois de l'année 2012, l'Algérie a importé 418 665 véhicules contre 298 816 en 2011, soit une hausse de 40%. Pourquoi j'ai dit soutenir l'industrie automobile? Parce que, comme vous le savez, s'il y a une industrie qui est particulièrement en crise en France, comme dans le monde d'une façon générale, mais en France tout particulièrement, c'est bien l'industrie automobile. Or voilà une commande de 400 000 véhicules à peu près. Je passe sur la pollution, je passe sur les tracas en matière... bon, je passe sur tout ça. Juste, je rappelle que ces véhicules ont rapporté à cette industrie automobile 4 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on a importé pour 4 milliards d'euros de véhicules. Juste une chose, c'est que cette hausse des achats en 2012, en réalité, elle est venue à la suite de la hausse des augmentations des traitements et salaires et des rappels rétroactifs sur un certain nombre de traitements, et malgré la suppression du crédit automobile. J'ai eu des anecdotes, j'ai des gens que je connais qui me disaient qu'ils ont reçu un pactole, ils ne savaient plus quoi en faire. Ils ont acheté des voitures. Et parfois, dans une famille, on pouvait avoir, non pas une, mais parfois 2, 3 voitures achetées. Tout le monde ne va pas acheter, bien sûr, mais je viendrai sur la situation sociale plus tard. Voilà un peu le décor. Le chantier, beaucoup d'argent, des importations, à n'en plus finir. Et l'arrière-cour. Qu'est-ce qui se passe derrière ce rideau de fumée? Premier élément, l'absence totale de vision dans ces programmes. Aucune stratégie lisible. Si on fait la comparaison entre les efforts consentis dans les années 70, où il y avait un véritable projet de développement discutable, mais il y en avait un. On parlait d'industrialiser l'Algérie, là il n'y a absolument rien. Absolument rien. Et donc, des programmes qui font l'essentiel. Si vous allez sur le site du président candidat, son projet, c'est la liste de tous les chantiers qui sont en cours, qui sont finis. D'ailleurs, ces porte-parole, ils disent, mais en fait, notre projet, c'est notre bilan. Sous-entendu, ce qu'on a réalisé en route, autoroute, et ainsi de suite. Il se trouve que tous ces projets, tous ces programmes, plus exactement, n'obéissent à aucune logique économique. Ne cherchez surtout pas, dans ces programmes d'infrastructure, une quelconque démarche à la Keynes. Keynes, ce fameux économiste anglais, est probablement l'un des plus grands penseurs de l'économie du XXe siècle, avait développé un modèle de relance de la croissance par la politique des grands travaux. Il disait qu'il n'y a pas, pour l'Europe à l'époque, il n'y a pas de solution autre que l'État qui engage une politique des grands travaux, et que cette politique des grands travaux allait véritablement permettre une relance de la croissance économique et donc de l'emploi, puisque c'était l'un des sujets les plus inquiétants des années 30. Il se trouve que dans le cas algérien, ces programmes-là n'ont pas mobilisé. On se demande d'ailleurs s'ils ont cherché à les mobiliser. Les quelques capacités nationales en matière d'ingénierie et de réalisation. Les quelques capacités qui existent ont été littéralement marginalisées et on a fait appel à des entreprises plutôt étrangères. De même d'ailleurs qu'un programme d'infrastructure aussi imposant que celui dont je viens de parler ne peut être qu'un moyen seulement au service du développement. Il ne peut pas se substituer au développement. Et plus encore, ce que l'on peut dire, c'est que
les chantiers ont évidemment permis la mobilisation d'une partie de la main-d'œuvre. Mais que va devenir cette main-d'œuvre lorsque les chantiers seront terminés? Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? Où c'est qu'ils vont travailler? Qu'est-ce qu'on a préparé justement pour pas grand-chose? Alors, une première idée que je voudrais partager avec vous, mais qu'on pourra reprendre dans la discussion, est-ce qu'on ne peut pas dire que tous ces programmes, tous ces chantiers, est-ce que ce n'est pas une façon, en réalité, d'alimenter les différents réseaux de clientèle liés au pouvoir dans la préoccupation essentielle est de s'accaparer d'une partie de la rente. Voilà une question que l'on pourrait effectivement discuter, si vous le souhaitez, plus tard. C'est ce qui explique d'ailleurs bien avec le fait que tous ces programmes, en fait, se caractérisent par la gabegie et le gaspillage. Des retards dans les réalisations qui engendrent des surcoûts. Par exemple, l'autoroute Est-Ouest, qui n'est pas encore achevée, a vu son coût initial multiplié par 2, passant de 5 milliards à 9,5 milliards d'euros. Et ce n'est pas fini. Donc, pratiquement un doublement. De même, en parlant de gabegie et de gaspillage, les malfaçons sont aujourd'hui dans la presse. Selon, trouver un article où il est cité le Collège national des architectes, il dit que la plupart des édifices fonctionnels aujourd'hui en Algérie, des zones d'habitation, ne possèdent ni acte de propriété, ni permis de construire, ni certificat de conformité. Autre élément que l'on peut ajouter par rapport à tous ces programmes, c'est évidemment la corruption. Puisque l'opacité est la règle, aussi bien sur les choix effectués que sur les partenaires extérieurs qui ont été sollicités. Une situation évidemment propice à la corruption, qui fait des ravages en termes de dilapidation des ressources nationales, comme jamais l'Algérie n'a connu auparavant. Des affaires de corruption qui sont révélées aujourd'hui dans la presse, bien évidemment ne pas tomber dans le panneau et de comprendre que dans ces révélations il y a beaucoup de règlements de compte, mais ça donne des informations, même si c'est des règlements de compte. Quand on nous dit que Cheikh Ibrahim, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a détourné, lui et toute sa cour et son entourage, et ainsi de suite. Sûrement, ça fait partie des règlements de compte à l'intérieur du pouvoir. Mais en même temps, les Algériens sont atterrés par, évidemment, ce type d'information. Donc, dans les différents programmes, autoroutes, barrages, tramways, dans lesquels sont impliqués de hauts responsables de l'État, avec des entreprises et des réseaux, bien évidemment, étrangers, puisqu'on fait appel à des étrangers pour construire. Alors, les réseaux étrangers, évidemment, de partout. Chinois, espagnols, italiens, français, tous ceux qui, effectivement, ont pu avoir des contrats avec l'Algérie. Alors, j'en viens maintenant, voilà un peu les faits que vous pouvez observer. Maintenant, quelle est l'organisation économique que l'État a mis en place et qu'il a développée depuis l'indépendance? D'une certaine façon, Gaïna l'a rappelé tout à l'heure dans son introduction, est-ce qu'on peut dire que l'Algérie a développé une économie
comme activité sociale qui répond aux besoins de la population. Quel est le poids de la rente? Parce que vous avez noté que tout cet argent, il a une seule origine, une seule source, c'est le pétrole et le gaz. Donc alors, quel est le poids de la rente dans l'organisation économique et sociale? Force est de constater que l'Algérie n'est pas sortie de la spécialisation et de la dépendance à l'égard des ressources hydrocarbures. Je rappelle seulement que cette spécialisation ne date pas de Bouteflika. Elle ne date pas de Chedli, elle ne date pas de Boumediene. En fait, cette spécialisation de l'Algérie, elle date de la colonisation. Elle date de la colonisation, pourquoi? Parce qu'en fait, vers la fin des années 50, avec la découverte du gisement de Hassim Soud, l'État colonial va, à travers un code qu'on appelle le Code pétrolier saharien, qui va être confirmé par les accords d'Évian de mars 62, va engager l'Algérie dans une nouvelle spécialisation. Sa spécialisation originale était dans les produits primaires, essentiellement l'agriculture, mais aussi les mines. Et puis, à partir du milieu des années 50, une spécialisation dans la production et l'exportation des hydrocarbures. Il se trouve que toutes les stratégies, toutes, sans exception, de développement initiées par les gouvernements algériens, y compris les gouvernements réformateurs, j'entends par là le gouvernement de Hamar, je vous dirais qu'il n'a pas duré très longtemps, et les programmes d'ajustement structurel, dictés par le FMI au milieu des années 90, n'ont fait que renforcer cette tendance. Je rappelle juste à titre d'information que le FMI, la position du FMI donne, on a l'impression qu'il a évolué, elle a évolué. Puisque, quand on lit dans la presse, Christine Lagarde est partie en Algérie il n'y a pas très longtemps, elle s'inquiétait du fait de la spécialisation et de la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Ça n'a pas empêché de dire qu'il faudrait que l'État revienne sur la suppression du crédit à la consommation. Sous-entendu, il faut permettre le crédit à la consommation pour que les Algériens puissent véritablement consommer. Comme tout ce qui est consommé vient de l'étranger, vous comprenez un peu les contradictions dans lesquelles vous me direz que Mme Lagarde n'en est pas une contradiction. Vraiment, en réalité, ce n'est pas une contradiction. Parce que le FMI défend des intérêts, tout simplement. Donc ça n'est pas une contradiction. De même que sur cette spécialisation et cette dépendance vis-à-vis des hydrocarbures, même le patronat algérien, à travers une organisation patronale, le FCE, Forum des entreprises, a organisé un symposium fin 2012 avec comme slogan, c'était dans la presse, « La rente a tué l'économie ». Alors, quelques éléments chiffrés sur la production, les exportations et le budget de l'État en lien avec la rente. La part des hydrocarbures, pétrole et gaz, dans le PIB algérien représente à peu près la moitié. Bon an, mal an. Autour de 50%. Alors, c'est arrivé à 47% parfois, 51%, mais disons une moyenne autour de 50%. Il était d'à peine 30% au milieu des années 90. Donc vous avez à peu près la moitié de la production, ça vient, c'est du pétrole et du gaz. Ensuite, les exportations. Les exportations, aucun pays ne connaît une polarisation aussi forte que celle de l'Algérie. 98%. Et quand je dis aucun pays au monde, je vais vous donner deux exemples. Vous allez
dites non, c'est pas vrai. Le Venezuela, qui connaît d'ailleurs des problèmes assez importants en ce moment. Le Venezuela, 10e producteur mondial, 5e réserve. Ses exportations d'hydrocarbures culminent à 85%. Autre pays, alors là, celui-là, encore mieux ou encore pire, j'en sais rien, mais enfin, l'Arabie Saoudite, comme vous le savez, premier producteur mondial, première réserve mondiale de pétrole. Vous savez à combien l'Arabie Saoudite? 88% de ses exportations d'hydrocarbures. Ça veut dire que l'Algérie, 10 points de plus. Vous me direz que l'Arabie Saoudite, à la différence de l'Algérie, il a une rente éternelle qui pourra peut-être faire vivre les Saoudiens. C'est évidemment la Mecque. C'est-à-dire que même si un jour, peut-être qu'ils ne pourront plus avoir de pétrole, ils auront toujours cette rente éternelle tant qu'il y aura encore des gens qui vont alimenter le budget des princes. Troisième élément, troisième chiffre, la fiscalité. Elle atteint 51% en 2010, donc à peu près la moitié. Un pic de 78% en 2006, avec le renchérissement des prix du pétrole. Et vous savez combien ça tournait autour des années 60? La fiscalité pétrolière représentait 12%. 12%, on est passé à peu près 50%. Alors, quel est l'impact de cette situation sur le reste de l'économie, donc de ce poids des hydrocarbures sur le reste de l'économie? L'industrie des hydrocarbures elle-même agit comme une enclave, en réalité. Son rôle sur le reste de l'économie est limité. Les biens d'équipement du secteur sont importés et l'emploi qui est créé culmine à 2% au vu des investissements qui sont mobilisés.